Donc je vais enchaîner peut-être en commençant par préciser, il ne vous a pas échappé qu'on parle de technologie relationnelle, et que si vous sortez du cadre strict peut-être d'Ars Industrialis, vous entendrez plus facilement parler de technologie de l'information, de la communication, bref, un certain nombre de vocabulaires et d'expressions dans lesquels on n'entend pas forcément systématiquement l'expression de technologie relationnelle. Donc si nous utilisons cette expression et ce terme, ce n'est pas par coquetterie, pour nous distinguer de manière arbitraire, en tout cas ce n'est pas que ça. C'est parce que nous pensons que ces technologies relationnelles, je le rappelle ici, sont des technologies qui utilisent et qui permettent des processus de co-individuation et de trans-individuation. Donc nous appréhendons les technologies, ces nouvelles technologies, on pense bien évidemment tout d'abord au web, comme un nouveau milieu technologique d'où peut émerger une écologie et une économie que nous appelons par ailleurs l'économie de la contribution. Ce que je veux dire, c'est que la trans-individuation passe par un système technique, toujours par un milieu, un système technique et technologique, ou pas. Si ça ne se fait pas, c'est ce qui nous permet parfois de court-circuit, au sens où il y a une menace que les services de réseaux sociaux propriétaires, même s'ils relèvent des technologies relationnelles, ne produisent pas de la trans-individuation parce que précisément, ils court-circuitent les potentialités d'individuation. Au travers des exemples qu'a donné Hugues, on voit bien qu'il mettait chaque fois en rapport une initiative qui était plus marchande ou commerciale avec l'exemple du parquet de cornflakes, et puis le détournement qu'on peut faire en utilisant cette même technologie, mais à d'autres fins. Donc il y a toujours des risques de court-circuit, notamment avec les services propriétaires de réseaux sociaux dont on a parlé, Facebook, Twitter. Mais peut-être pour commencer à faire apprécier la spécificité de ces technologies relationnelles, je rappellerai qu'elles reposent derrière sur une informatique. Et que cette informatique-là, c'est une informatique qu'on va appeler relationnelle, qui porte ces nouveaux services et nouveaux usages, qui n'est pas du tout la même chose que l'informatique de gestion dont on parle dans les systèmes d'information d'une manière générale. Pour le dire très rapidement, on pourrait dire que nous sommes passés en quelques décennies d'une informatique industrielle et embarquée, très proche des problématiques électroniques, à une informatique de gestion, qui gère des données en centrale, la plupart du temps, pour organiser, planifier une activité, faire du reporting, etc. Et puis, cette informatique aujourd'hui, qui est une informatique relationnelle. Je dis que c'est une informatique relationnelle parce que je la distingue de l'informatique de gestion, et je ferai appel ici, si vous me permettez, à mon expérience de praticien, puisque j'opère dans le milieu des systèmes d'information, des grands groupes et des entreprises. L'informatique de gestion comprend, elle, son produit comme un élément stable. Contrairement à l'informatique relationnelle qui est utilisée par tous les services de réseaux sociaux et la plupart des services sur le web, qui comprennent, eux, dans la manière dont ils architecturent le logiciel, dans une manière que je vais appeler, pour reprendre un terme de Simondon, métastable. Métastable, ça veut dire, c'est pas instable, métastable. Métastable, ça veut dire que c'est un équilibre instable. Dans le domaine de l'entreprise, dans l'informatique de gestion, on aime l'équilibre stable. On n'aime pas l'équilibre métastable. Le web, à chaque fois que vous participez sur le web, puisque le web est possible d'écrire sur le web, le simple fait que vous publiez une information, potentiellement, ça modifie toute l'économie du web, de manière infinitésimale, certes, mais quand de manière globale, autant de millions de personnes contribuent sur le web, on ne peut pas dire que le web est le résultat d'un logiciel de gestion qui a été planifié avec des utilisations bien normées. Ça émerge. Il y a des logiques et des émergences qui n'étaient pas prévues, précisément parce que le web a cette capacité d'être une architecture logicielle métastable, c'est-à-dire qui évolue en fonction de la manière dont on l'utilise. C'est ce qui permet par exemple à Simondon de parler de résonance. Il peut y avoir des résonances entre le système, une architecture logicielle, et la manière dont des utilisateurs interagissent avec le logiciel. Dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, la plupart du temps, l'informatique est une informatique de gestion. Le fait qu'il y ait une personne, 10, 20 ou 30 personnes qui l'utilisent, ça ne change pas fondamentalement l'architecture du logiciel ou les usages qui en sont faits. Je vais donner une petite anecdote à ce sujet pour expliquer ça. L'inventeur du web, Tim Berners-Lee, avait présenté son système, le web donc, qui est un système, une application hypertexte, lors de la European Conference on Hypertext Technology, la conférence européenne sur les technologies hypertextes, c'était en septembre 1990. Il était arrivé à cette conférence
parce qu'il voulait vendre le web. Il est juste d'être inventé, vendre. En tout cas, il cherchait des sponsors, c'est-à-dire s'adresser à des entreprises et des institutions qui puissent financer le développement du web. On est en 1990. Eh bien, personne n'y a cru et personne n'en a voulu. Alors que le web était à vendre au début. Pourquoi? Parce que c'était un système qui était métastable. Ça ne plaisait pas. La plupart des systèmes, bon, les concepts d'application hypertexte ne sont pas nouveaux, hein, la plupart datent des années 80, mais tous étaient conçus sur une base de données centralisée qui éliminait les documents qui n'étaient plus liés ou qui mettaient à jour systématiquement les liens entre les différents documents. Si par exemple je supprime un document du système, à ce moment-là, de manière centrale dans une base de données, la base de données va répercuter la modification et va supprimer les liens de tous les documents qui pointaient vers le document que je viens de supprimer. Donc il fallait s'assurer en permanence qu'il n'y ait aucun lien qui nous pointe vers une ressource qui n'existe pas, une page HTML ou un document qui n'existe pas. Or, l'approche de Tim Berners-Lee a été de dire, par exemple, mon système, on peut faire des liens vers une page qui n'existe pas. C'est ce que vous voyez aujourd'hui quand vous avez la page error 404, page not found. Mais ça ne casse pas le web. Le web continue de marcher. Il est conçu comme un système métastable. Alors que s'il avait été conçu comme un système stable, il n'aurait très certainement pas été le réceptacle de tout cet investissement de la part de tous les utilisateurs du web. Donc on a vraiment deux logiques, une logique de gestion centralisée où je maîtrise tout, et une logique ouverte, c'est-à-dire que j'accepte que les choses ne marchent pas, de pouvoir faire des liens vers des ressources qui n'existent pas. Ça ne casse pas le système. Le système est vraiment métastable, c'est-à-dire qu'il va évoluer avec les usages qui sont faits par les utilisateurs. On est vraiment dans des logiques qui sont vraiment très différentes. Une logique centralisée et une logique qui favorise l'émergence de nouvelles pratiques. On pourrait compléter cette distinction entre informatique de gestion et informatique relationnelle avec une autre distinction, et là je m'appuierai aujourd'hui beaucoup sur Michel de Certeau dans son texte « L'innovation du quotidien ». La distinction qui... L'invention du quotidien. Lapsus, excusez-moi. La distinction qu'il fait entre stratégie et tactique. C'est une vieille distinction, enfin ça avait déjà été travaillé notamment par Vernon quand il avait travaillé sur la métisse, l'intelligence, la ruse. Mais le texte de Michel de Certeau lui-même a été le motif très stimulant dans un certain nombre de disciplines. Donc cette distinction est la suivante, il nous dit « j'appelle stratégie », parce que dans un cas d'informatique de gestion, il y a des logiques de stratégie, dans l'autre, au niveau du web et tous les services sociaux qu'on a évoqués, on parlera plutôt de tactique. Ça ne veut pas dire que dans l'un il n'y a pas de stratégie ou dans l'autre de tactique, mais c'est pour forcer le trait. J'appelle stratégie le calcul ou la manipulation des rapports de force qui deviennent possibles à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir, par exemple une entreprise, une armée, une cité, une institution scientifique, est isolable. Elle est isolable. Elle postule un lieu qui donc a été isolé, susceptible d'être circonscrit comme un propre et d'être la base d'où gérer les relations avec une extériorité de cibles et de menaces. Les clients, les concurrents, les ennemis, la campagne autour de la ville, les objets de recherche, etc. Comme dans le management, toute rationalisation stratégique s'attache d'abord à distinguer un environnement, un propre, c'est-à-dire un lieu du pouvoir et du vouloir propre. Geste cartésien si l'on veut, circonscrire un propre dans un monde ensorcelé par les pouvoirs invisibles de l'autre et de l'altérité. Geste de la modernité, nous dit Certeau, scientifique, politique ou militaire. Donc on reconnaît au travers de cette description de l'approche stratégie la représentation d'une organisation centralisée, à l'image de ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'informatique de gestion. Dans ceux qui aimeraient faire un web centralisé, maîtrisé, où on sait à tout instant tout ce qui s'y passe, on le maîtrise, on autorise et on interdit. C'est-à-dire qu'on construit ce lieu propre. Donc ces démarches-là, ces initiatives, cet état d'esprit qui privilégie systématiquement le top-down, qui étouffe l'émergence de nouvelles pratiques, en les identifiant comme étrangères à son périmètre de contrôle, malgré les potentialités qu'elles peuvent récéler, et tu en as donné un certain nombre d'exemples. Ce lieu propre, isolable et circonscrit, il faut reconnaître que moi je le vois tous les jours dans les systèmes d'information des entreprises, qui passent leur temps en ce moment à construire des lignes maginaux entre l'intérieur et l'extérieur, en y investissant un budget important, et pour moi à perte. Parce qu'à peine ils ont fini leur ligne maginaux,
interdisant aux particuliers et aux salariés d'accéder à Facebook, aux réseaux sociaux, que l'année d'après, paf, ils arrivent tous avec des smartphones, ils n'ont même plus besoin du réseau de l'entreprise. Voilà, on est sans arrêt dans ces logiques-là où l'entreprise, la démarche stratégique qui circonscrit et qui isole, se fait déborder en permanence. On doit même aller plus loin dans l'analyse de cette césure entre un lieu approprié et un autre, tel que nous propose toujours Michel de Certeau, avec 3 points. Premier point, le propre, c'est d'abord une victoire du lieu sur le temps. Il permet de capitaliser les avantages acquis, de préparer les expansions futures et de se donner ainsi une indépendance par rapport à la variabilité des circonstances et des événements qui peuvent survenir. C'est une maîtrise du temps par la fondation d'un lieu autonome. Deuxième point, c'est aussi une maîtrise des lieux par la vue. La partition de l'espace permet ainsi une pratique panoptique, à partir d'un lieu d'où le regard transforme les forces étrangères en objets que l'on peut observer, mesurer, contrôler et donc inclure dans sa vision. La dimension panoptique, qui est celle qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à part que celui qui a cette vision panoptique, c'est l'opérateur de ce service. C'est Twitter qui voit tout ce qui se passe sur Twitter, c'est Facebook qui voit tout ce qui se passe sur Facebook, alors que chacun d'entre nous ne voit qu'une petite partie de son propre réseau. Il n'y en a qu'un qui maîtrise l'ensemble des relations et de ce qui se joue dans son territoire. Puisque même si le service est public, le territoire, il est opéré, le service est opéré depuis un lieu propre et propriétaire, dont on sait que quotidiennement, les conditions d'utilisation peuvent être modifiées sans préavis, les API, c'est-à-dire les interfaces pour les programmeurs, peuvent changer du jour au lendemain, comme ça a été le cas récemment sur Twitter. Donc on est vraiment dans un lieu propre. Ce lieu propre, donc, permet une pratique panoptique. Voir loin, c'est également prévoir. C'est devancer le temps par la lecture d'un espace. Si je vois loin, je sais que ça va m'arriver comme un tsunami. Je sais que ça va m'arriver bientôt. Donc devancer le temps par la lecture d'un espace. Cette approche panoptique que j'ai évoquée se rejoue évidemment dans les réseaux sociaux, mais dont nous sommes exclus, nous ne sommes pas au cœur de ce panoptique. Troisième point, il serait légitime de définir le pouvoir du savoir par cette capacité de transformer les incertitudes de l'histoire en espace lisible. Mais il serait plus exact, là je cite Michel de Certeau toujours, de reconnaître dans ces stratégies, parce que là on parle de stratégie, un type spécifique de savoir, celui qui soutient et détermine le pouvoir de se donner un lieu propre. Ici c'est chez moi. Autrement dit, un pouvoir est le préalable de ce savoir, et non pas seulement son effet ou son attribut. Il en permet et en commande les caractéristiques, c'est-à-dire, comme le dit Michel de Certeau, il s'y produit. Face aux stratégies, Michel de Certeau distingue donc les tactiques. J'appelle tactique, nous dit-il, l'action calculée qui détermine l'absence d'un propre. Si je ne suis pas dans un lieu propre, je m'inclus de manière plus naturelle dans des logiques qui relèvent de tactique. Alors, aucune délimitation de l'extériorité ne lui fournit la condition d'une autonomie. La tactique n'a pour lieu que celui de l'autre. Je ne peux exercer une tactique que quand je suis sur le lieu de l'autre. L'autre qui, lui, raisonne en termes stratégiques. La tactique, elle n'a pas le moyen de se tenir en elle-même, à distance, dans une position de retrait, de prévision, de rassemblement de soi. Elle est mouvement. Elle est, comme disait von Bülow, à l'intérieur du champ de bataille de l'ennemi et dans l'espace contrôlé par lui. Elle n'a donc pas la possibilité de se donner un projet global, ni de totaliser l'adversaire dans un espace distinct, visible et objectivable. Elle fait du coup par coup. À l'image du coup, l'apéro Facebook. C'est une illustration de ces approches tactiques. On fait un coup, un apéro Facebook. Ce qui étonne les gens de la stratégie, c'est à ce moment-là qu'ils voient tout ça. Alors qu'ils imaginent qu'il y a une stratégie derrière. Pas toujours. La tactique n'a donc pas la possibilité de se donner un projet global. Elle raisonne en coup par coup. Elle profite des occasions et en dépend. Elle n'a pas de base
ou stocker des bénéfices. C'est-à-dire la question de la mémoire des pratiques qui relèvent de tactique. Elle ne peut pas augmenter un propre ni prévoir ses sorties dans une logique de gestion. Je gère mes entrées et mes sorties, je gère mon économie et je sais me projeter dans le temps. La tactique n'a pas cette capacité-là, agissant coup par coup et en profitant des occasions. Ce qu'elle gagne, la tactique, contrairement à la stratégie, elle ne le capitalise pas, elle ne le garde pas. Ce non-lieu lui permet sans doute la mobilité qui a été présente dans le discours d'Hugues, mais dans une docilité aux aléas du temps, pour saisir au vol les opportunités et les possibilités qu'offre un instant. Il lui faut donc, à la tactique, utiliser de manière vigilante les failles et les conjectures particulières qui œuvrent dans la surveillance du pouvoir propriétaire. Elle y braconne. La tactique braconne dans le domaine de la stratégie. Elle y crée des surprises et il lui est possible d'être là où on ne l'attend pas. Elle est ruse, et là on rejoint toute la thématique de la métisse développée chez d'Étienne et Vernon. Il est important, me semble-t-il, la discussion qu'on avait eue avec Hugues Aubin pour préparer la séance, de souligner le rôle du détournement qui se manifeste dans les tactiques. Là où la stratégie conçoit, déploie, la tactique improvise et détourne, ce qui agace la stratégie parfois. Ce à quoi nous sommes à l'affût, je dis nous, Ars Industrialis, c'est à des pratiques réflexives dans les technologies relationnelles, et notamment autour des réseaux sociaux. C'est-à-dire des pratiques qui relèvent de tactique et qui détournent les usages en inventant de nouvelles pratiques qui n'étaient pas forcément prévues par les concepteurs de tel ou tel site social ou réseau social. Ce que nous appelons le moment réflexif, c'est le moment où il y a une prise en main collective dans une logique d'appropriation. Un exemple très anodin, sur Twitter, il y a des pratiques qui se sont développées, qui n'étaient pas prévues dès la mise en service de ce service de réseau social, de microblogging, de messages, je ne sais pas comment dire. D'abord, tous les utilisateurs peuvent rajouter leurs propres métadonnées dans les 140 caractères qui sont à ma disposition. Je mets un hashtag, un dièse, la métadonnée, et ce qui permettra à toute personne de me retrouver via cette métadonnée. C'est moi qui choisis la métadonnée. Je peux également retweeter. Vous connaissez cette pratique du retweet, quelqu'un a posté un message, ce message, j'aimerais le relayer dans mes relations à moi, donc je fais un retweet, RT, je retweet le message. Et finalement, cette pratique, qui n'était pas prévue par les concepteurs de Twitter, a été intégrée dans l'évolution du logiciel, et aujourd'hui il y a un bouton retweet, il y a une fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une spécification pensée par des ingénieurs et mise en place, mais les gens de Twitter ont pris en compte les tactiques de détournement qui se pratiquaient pour les intégrer à la conception même, à l'évolution de leur logiciel. Disant cela, je commence à dire qu'il ne faut pas systématiquement opposer les stratégies et les tactiques, même si là je les ai distinguées pour des raisons d'exposition. Donc ce à quoi nous sommes à l'affût, Ars Industrialis, c'est sur ces réseaux sociaux, quelles sont les pratiques réflexives, où comme ça les gens commencent à inventer de nouveaux usages qui n'étaient pas dans la spécification de tel ou tel logiciel. Il est beaucoup plus facile d'avoir des pratiques de ce type-là sur Twitter que sur Facebook. Parce que Facebook a une ambition beaucoup plus importante qui est de remplacer le web. De remplacer HTTP, de remplacer le web. Alors que Twitter s'insère quand même toujours dans un réseau, dans une application globale qui est le web. On comprend l'ambition de Facebook, parce qu'aujourd'hui, je crois que ces dernières semaines ou ces derniers mois, ne serait-ce qu'aux États-Unis, la page de démarrage de la plupart des internautes, c'est plus Google, le moteur de recherche, mais c'est Facebook. Facebook, en termes de première page d'accès à Internet, est devant Google, cette pitié numérique aux États-Unis. Le moment réflexif, c'est aussi celui où l'on passe d'une logique d'adaptation, au sens où on prend sur soi comme un fardeau, à une logique qui est souvent prolétarisante, à une logique donc d'adoption, où l'on prend en soi, à cœur, si je puis dire. Et ici, la logique est souvent déprolétarisante, ce qui rejoint toute la logique développée par Bernard Stiegler sur la prolétarisation et la déprolétarisation. Si j'invente des nouvelles pratiques sur ces réseaux sociaux, finalement, dans cette invention, je me déprolétarise. C'est-à-dire que j'imagine de nouveaux usages qui conviennent à mes besoins, et que je vais partager avec d'autres utilisateurs également, et peuvent émerger comme ça
de nouvelles pratiques réflexives, qui peuvent élever le débat et la qualité des interactions et des discussions qui peuvent avoir lieu sur ces réseaux sociaux. Ce sont les manifestations de cette auto-organisation que cherchent à modéliser, à engrammer et à exploiter les services de réseaux sociaux propriétaires. L'engouement pour les disciplines d'analyse des données sur de très grands corpus de données, les fameuses big data, est motivé par les volumes inédits de données récoltés par ces services de réseaux sociaux. La donnée est la ressource première et la matière première de cette industrie du numérique. Alors on parle de l'importance des données parce que ces acteurs sociaux récupèrent bien évidemment beaucoup de données dans la vision panoptique qu'ils en ont. Donc à titre d'exemple, pour Twitter, il a fallu, j'ai vu ça récemment, 3 ans, 2 mois et 1 jour pour passer du premier tweet, du premier message qui a été envoyé sur Twitter, au milliardième tweet publié. Il a fallu 3 ans, 2 mois et 1 jour. Aujourd'hui, toutes les semaines, c'est 1 milliard de tweets échangés et publiés sur cette plateforme-là. Donc 1 milliard de messages échangés toutes les semaines. Donc ça fait des données. C'est-à-dire que nous grammatisons nous-mêmes, nous numérisons nous-mêmes nos comportements, nos pratiques, nos échanges, nos discussions. Cette frénésie de collecte des données m'avait d'ailleurs incité à qualifier en 2006 une application Web 2.0 comme étant finalement un formulaire de saisie en ligne destiné à capter les données et à engrammer les comportements de ceux qui les remplissent. On est passé du formulaire qui était la bête noire de l'administration, de tout ce qui était processus lourd, central, administratif, à finalement le formulaire en ligne qui devient sexy et on passe notre temps à remplir les formulaires en ligne. Quel beau retournement. Donc on a ici tout un champ lexical avec d'un côté centralisé, stratégie, propriétaire, top-down, et de l'autre distribué, décentralisé, auto-organisation et bottom-up. Beaucoup d'énergie, je crois, et de bonne volonté sont gaspillées en cherchant à opposer ces deux aspects. Or nous savons, en tout cas ici à Ars Industrialis, nous insistons beaucoup là-dessus, qu'il ne faut pas opposer, mais composer, dans une conception qui est donc pharmacologique et qui doit proposer des thérapies, des thérapeutiques. Comme nous en appelons à une politique industrielle des technologies de l'esprit, c'est-à-dire aujourd'hui, pour la réunion qui nous concerne, c'est-à-dire une conception des technologies relationnelles, une conception, des technologies de l'esprit compris comme technologies relationnelles, comment nous situons-nous ? En insistant sur l'urgence d'une politique portée par la puissance publique, qu'elle soit européenne, nationale ou territoriale, nous ne prenons pas pour autant un renouveau du jacobinisme, voire du stalinisme numérique, au sens où il faudrait qu'il y ait une puissance publique qui contrôle tout ça. Pas du tout ça. Cette politique menée par la puissance publique, dans une perspective pharmacologique, doit donc renvoyer dos à dos les partisans de la centralisation et ceux du centralisation et top-down d'un côté, et de l'autre côté, ceux du bottom-up distribué de l'autre. La question n'est pas le bottom-up contre le top-down, mais bien plutôt celle du bottom-up avec le top-down. C'est-à-dire comment les deux composent. Je crois que ça a été très bien illustré par Hugo Bain, quand il dit en substance que, en tout cas dans la discussion qu'on avait pu avoir, tout habitant doit pouvoir, en toute légalité, participer de manière non centralisée, que ce soit centralisé par une administration ou une entreprise, à des logiques contributives. Ce faisant, les habitants peuvent dès lors travailler avec et non pas pour ces institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a une tendance naturelle des administrations et des institutions publiques à imaginer la manière dont ils pourraient utiliser toutes ces technologies relationnelles pour finalement faire travailler l'habitant à sa place. C'est-à-dire qu'il y a une forme de perversion dans la manière dont la politique se met en place, parce qu'il y a des choix qui sont faits entre le bottom-up et le top-down, et il n'y a pas de logique de composition en amont de ces démarches-là la plupart du temps. Mais alors, que reste-t-il, non pas de nos amours, mais de la puissance publique si elle veut s'exercer dans le champ des technologies relationnelles ? Il lui reste à créer les conditions de possibilité qui vont favoriser l'émergence de logiques contributives. Ce n'est pas forcément à la puissance publique à mettre en place tous les services, mais à être attentif aux conditions de possibilité qui permettent des logiques contributives. L'ouverture des données publiques est un bon exemple de décision qui peut participer à la constitution de milieux technologiques favorables à l'émergence de logiques contributives. Mais encore une fois, il y a aussi une logique et une manière d'ouvrir les données publiques qui court-circuite les logiques de contribution. Ça se rejoue également ici. Récemment, la RATP a menacé d'action en justice des personnes qui souhaitaient mettre en place un nouveau service contributif de notification d'incidents dans les transports en commun.
au motif qu'une telle initiative, si elle avait du succès, donc une initiative bottom-up, pouvait avoir des conséquences sérieuses et néfastes sur la régulation du trafic. C'est-à-dire une application où chacun, avec son téléphone, vous êtes bloqué dans le métro, vous pouvez indiquer panne métro 14 à telle heure. Ça, la RATP n'a pas aimé. Hein. Ils ont été virulents, ils ont même surréagi, ce qui a fait que l'information est remontée. Parce que la conception centralisée, planificatrice, régulatrice de la RATP s'oppose pour eux fermement à l'émergence des logiques de contribution et les potentialités offertes par les technologies relationnelles. Pour la RATP, ce détournement est synonyme de délit, et donc passible d'action en justice. Sous-entendu, si vous faites ça, la RATP dit, si vous faites ça, vous allez peut-être déréguler mon système dont moi je maîtrise la régulation centrale, et vous serez responsable. C'est l'accusation qui est faite aujourd'hui par la RATP. Moi, je terminerai en disant que si les technologies relationnelles ont à voir avec les territoires, c'est parce que l'afflux de ces masses importantes de données ne peut se gérer qu'à partir de métadonnées. Une donnée sans métadonnées, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut rien faire avec une donnée s'il n'y a pas de métadonnées. Ça n'existe pas. Même si j'écris 37 sur ce cahier en disant c'est une donnée, non, ce n'est pas une donnée. Il y a toujours une métadonnée. C'est le 37 que j'ai écrit sur ce cahier. Toujours une métadonnée qui permet de qualifier, d'accéder, de manipuler une information, même si elle n'est pas sous format numérique. Toujours une métadonnée. Or, une part importante des métadonnées sont des métadonnées, bien évidemment, aujourd'hui de lieux de géolocalisation. Il y a même des services de réseaux sociaux comme Foursquare qui sont exclusivement des services de réseaux sociaux de localisation, où je suis, avec toutes les logiques de je suis le maire de telle ville, de tel lieu, etc. Donc, mécaniquement, les données s'inscrivent dans des contextes localisés et donc dans des enjeux territoriaux. Ainsi, une politique territoriale des technologies relationnelles vise à maintenir une singularité du territoire. Je crois que ce qu'essaye de faire Hugues et tous les gens qui sont partie prenante pour développer le rôle et la puissance des technologies relationnelles au niveau territorial sont convaincus que leur territoire a une singularité. Singularité qui doit s'exprimer dans ce numérique, dans cette hybridation. Parce que c'est cette singularité qui en fait un lieu de vie dans lequel les habitants peuvent résister précisément au court-circuit induit par les services de réseaux sociaux propriétaires et panoptiques. L'enjeu, il est clair, puisqu'il n'y a pas de données sans métadonnées, et puisqu'il y a des métadonnées de géolocalisation et de localisation, celui qui va maîtriser ces métadonnées va maîtriser les données qui vont en découler. Donc il est là le véritable enjeu, je pense, au niveau des technologies relationnelles dans les territoires, ne pas se faire subtiliser l'utilisation des métadonnées, notamment de géolocalisation, pour pouvoir développer ce que Hugo Bain appelle un territoire hybride. Je vous remercie pour votre attention.